Bonjour, je suis Maxime Rabillet, je suis journaliste chez Supply Chain Magazine. Je fais office de loyal dans cette salle Martha Cooper sur Supply Chain Event où le programme de conférence privilégie le retour d'expérience, donc l'attelage entre un exposant, fournisseur de solutions, un cabinet de conseil, ici c'est un fournisseur de solutions, et un de ses clients. Et donc, sans vous livrer totalement les clés de cette intervention, je vous en lis à minima le titre. On va parler APS, prévision planification, puisqu'on va parler de la mise en place de l'APS Slim4. J'imagine qu'on le prononce à l'anglaise ou à la hollandaise. Pierre angulaire de l'évolution des process demand and supply au sein du groupe CBM. Je vous laisse l'estrade et je reviens dans le cadre pour animer la partie questions-réponses. N'hésitez pas, vous, déjà à noter au fil de la présentation vos petites questions à poser aux intervenants. Donc, les intervenants, on a pour CBM Robert Canoyan, qui est directeur marketing et achat, et Marion Hay, qui est responsable approvisionnement chez CBM, et Fabrice Feignot, qui est associé de Slimstock. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là aujourd'hui parmi vous pour partager cette expérience de déploiement de Slim4 au sein du groupe CBM. Et surtout, le but, c'est de leur laisser la parole, qu'eux puissent partager leur expérience, leur vécu dans ce contexte. Merci Fabrice. Donc, avant de démarrer dans le dur, je fais une petite présentation de... Bon, on a été présenté, donc vous nous connaissez déjà. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est le métier de CBM et ce que l'on fait et pour quelles raisons on a fait le choix d'une solution d'APS, en particulier de la solution Slim. Donc CBM, on est une société de distribution, de fourniture de pièces de rechange pour les carrés-bus. Donc c'est un marché de niche, très spécifique. On réalise pas loin de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a une particularité, c'est qu'on est une entreprise internationale, c'est-à-dire qu'on a 16 filiales dans le monde. Très rapidement, l'entreprise, il y a une vingtaine d'années, s'est internationalisée avec des activités en Europe, en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, en Australie. Et ça, c'était une des spécificités de notre business. Et également 8 entrepôts logistiques, ce qui est aussi un point important pour la suite de nos échanges. Donc l'entreprise gère un catalogue de 120 000 références, uniquement sur la pièce de carré-bus. Donc on est vraiment très spécialisé et donc, notre vocation, c'est effectivement de servir les exploitants de sociétés d'autocars et d'autobus. Et aujourd'hui, on emploie 300 collaborateurs dans le groupe et je dirais 150, 160 personnes dédiées vraiment à la pièce de rechange, puisqu'on a d'autres activités à côté. Donc, comme je le disais à l'instant, on a une particularité, c'est qu'on est internationalisé, c'est-à-dire avec des problématiques d'activité intercompagnie, de transit, de transfert de marchandises pour alimenter nos dépôts, des problématiques de devises, mais ça, ce n'est pas forcément le sujet du jour. Au total, on gère 27 000 mètres carrés d'entrepôts logistiques, le plus important étant basé au siège de l'entreprise au Mans, dans la Sarthe, où on a 12 000 mètres carrés. Et le reste étant réparti sur les différents entrepôts des différents pays. Donc un entrepôt moyen chez CBM, en dehors de la France, ça peut être entre 2500 et 4500 mètres carrés de stockage. On traite au quotidien 2500 lignes de produits, d'articles livrés quotidiennement chez nos clients. Et on ne gère pas la totalité du catalogue sur stock. On ne gère que, en cumul, 60 000 références. Avec là aussi une particularité, c'est que dans ce métier du carré-bus, comme dans d'autres métiers, il y a des spécificités locales par pays qui font qu'un stock géré en Espagne, en Italie ou aux États-Unis ne sera pas forcément le même que le stock géré en France.
Donc il y a beaucoup de spécificités. Et je dirais, pour entrer un peu dans le jargon de l'approvisionnement, un AA en France, il ne correspond pas forcément à un AA au Canada et aux États-Unis, en termes de segmentation produit. Valeur totale de stock, c'est 50 millions d'euros, avec, je dirais, la moitié, un peu plus de la moitié. Plus de la moitié au Mans. Plus de la moitié au Mans. Et ensuite des répartitions par dépôt en Europe, Canada, États-Unis et Australie. Voilà ce que l'on peut dire. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nos clients sont des exploitants. Ça peut être à la fois des entreprises publiques. Vous voyez le logo RATP, par exemple, ou RTM à Marseille, la STIB à Bruxelles. Donc, on sert à la fois les grands réseaux urbains, mais aussi tout ce qui va être lié à l'interurbain et au transport de tourisme. Mais le gros de l'activité dans la pièce de rechange de Carrébus, c'est quand même l'urbain, que ce soit en Europe, les grandes villes européennes comme, j'ai dit, Bruxelles, Turin, Madrid, Barcelone, mais également aux États-Unis, on livre les réseaux de New York, de Chicago, d'Atlanta, de Boston, de Philadelphie. Au Canada, on va livrer Vancouver, on va livrer Montréal. En Australie, on va livrer Sydney. Le point commun de toutes ces organisations, c'est qu'elles ont globalement les mêmes attentes. C'est-à-dire, elles attendent à ce qu'on leur livre la bonne référence, la bonne pièce, dans les meilleurs délais, avec le prix attendu. Voilà. Les attentes sont finalement assez simples, on pourrait dire. Mais après, la mise en œuvre est plus complexe, quoi. C'est là où on va voir ça tout à l'heure. Voilà. Et puis, une part de clientèle, vous voyez des logos, vous connaissez peut-être ces opérateurs. On voit Keolis, on voit Transdev, ce sont des gros opérateurs de transport public qui sont des boîtes françaises. Et la particularité dans notre métier, c'est que ces boîtes françaises ont acquis une expertise sur le marché français et elles ont exporté leur savoir-faire à l'étranger. Ce qui explique en partie notre internationalisation. Elles ont apporté ce savoir-faire aux États-Unis, au Canada, en Australie, donc on les a suivis. Et quand on travaille, ces entreprises-là travaillent également dans l'intercity, dans l'interurbain, leurs attentes aussi sont particulières dans la mesure où ces gens-là ont des besoins qui sont très immédiats. C'est-à-dire, j'ai besoin d'une pièce, je vais être livré demain matin avant 13h. Tu n'as pas la pièce dispo, je ne commande pas chez toi. Voilà. Autant dans un grand réseau urbain, les gens ont du stock, ont des magasins, ils sont prêts à passer des commandes de Réapro. Autant dans l'interurbain, on a des structures plus tendues, beaucoup de véhicules, mais des gens qui ne sont pas forcément toujours très bien organisés, qui n'ont pas des magasiniers, qui n'ont pas des approvisionneurs. Et là, le besoin, il est immédiat. Je veux la pièce demain matin, si tu ne me la livres pas, je vais aller ailleurs. Voilà. Et là, c'est aussi un gros challenge pour nous, parce qu'on va parler aussi, c'est une des pierres angulaires dans notre business, on va parler en KPI, on va parler de taux de disponibilité. Alors, on parle de taux de service, mais on parle surtout de taux de disponibilité, c'est-à-dire, si ma pièce n'est pas dispo, je n'ai pas la vente. Si elle est dispo, je vais la voir. Et Robert, je me permets d'ajouter aussi que nos clients ils sont aussi en appel d'offres, ce qui ajoute aussi de la complexité dans la gestion de nos approvisionnements, puisque avec la plupart de nos clients, on peut être en appel d'offres, donc ils s'attendent à ce qu'on ait tout le temps en stock tout un tas de catalogues, de références au catalogue. Et contractuellement, on est lié avec ces clients sur cette disponibilité de pièces. Donc, c'est un challenge supplémentaire en termes d'approvisionnement pour nous également. C'est vrai que c'est un point important parce que ça conditionne beaucoup de choses dans les stratégies de réappro, de stock de sécurité, de minima. D'atterrissage de fin de stock ouais. Avec la fin du contrat également. Parce que le risque qu'on a, et qui existe, qui est réel chez nous, c'est que ces entreprises publiques de transport qui sont présentes dans le monde entier, c'est-à-dire la particularité de notre métier, effectivement, quand vous parlez de New York, de Montréal, de Boston, et particulièrement en dehors de la France, c'est des secteurs qui sont restés très publics. Ce sont des entreprises de transport public. En Espagne, on parle de Empresa de Transport Municipal, entreprise de transport municipal. À New York, à Boston, à Chicago, ce sont des sociétés publiques, des agences fédérales. Donc, elles fonctionnent en appel d'offres. Tout ce qui est acheté est en appel d'offres. Et la conséquence pour nous, c'est quand on répond à un appel d'offres, comme le dit Marion, c'est qu'on doit s'engager sur de la disponibilité,
sur le respect des références annoncées, sur le respect des prix. Donc ça a beaucoup de conséquences, et notamment la fin de contrat. Quand on a un contrat RATP, par exemple, qui dure 4 ans, ben on doit gérer la fin de vie du contrat. Parce que la RATP nous donne des prévisions, mais qui ne sont pas engageantes. Ça veut dire charge à nous de gérer et d'anticiper leurs besoins, leurs attentes, pour éviter de se retrouver en fin de contrat avec des stocks morts. Parce que c'est le vrai risque qu'on a dans notre métier. C'est le risque, effectivement, d'avoir des produits qui vont mourir en magasin, quoi. Voilà. Oui, un dernier point, juste pour préciser. Quand on parle de pièces de rechange chez CBM, on parle de toute la pièce de rechange qui peut être utilisée sur un autocar ou un autobus, à l'exception des peintures, des lubrifiants et des batteries. Et des pneumatiques, parce que c'est des métiers très spécifiques. Tout le reste, on va le proposer. Donc aussi bien de la pièce mécanique, suspension, le vitrage, ça aussi c'est une particularité. Le vitrage, c'est très complexe à gérer, parce que vous avez des fournisseurs qui vous mettent des MOQ à 10 ou 20 pièces. Et vous avez des clients qui vous demandent une vitre latérale, et quand votre fournisseur Saint-Gobain ou Pilkington vous dit monsieur, le MOQ c'est 20, qu'est-ce qu'on fait? On y va pas? Est-ce qu'on la gère sur stock ou pas? Voilà, donc ça c'est aussi une difficulté. Et vous voyez en dessous sur le slide des noms d'entreprises que peut-être vous connaissez. Je pense à Saint-Gobain, je viens de le citer, qui est un verrier mondialement connu, et puis des sociétés AP très spécialisées comme Contitech, qui est une filiale de Continental qui vend des systèmes de suspension. Bon, voilà, ça, ce sont nos principaux partenaires, qui sont des équipementiers. Et la particularité de ces fournisseurs, c'est qu'ils ont une activité majeure dans ce qu'on appelle l'OI, la première monte, et une activité en aftermarket. Donc on est aussi confronté à ça. C'est-à-dire parfois on a des équipementiers qui nous disent, Bosch par exemple, non, là ce mois-ci, priorité, c'est pour Mercedes. Je ne vais pas te livrer. Bon, ok. Bon, comment on fait? Comment on résout ces problèmes-là? Voilà l'environnement. Alors, rapidement, côté Slim Stock, le groupe a une trentaine d'années. On vient des Pays-Bas. On est présent à peu près partout dans le monde. Il y a 1600 clients, c'est très conséquent, qui tournent quotidiennement avec notre logiciel Slim 4. Donc, on n'a qu'un seul métier, la prévision de vente, l'optimisation du stock, l'approvisionnement. Évidemment, la couche de SNOP qui vient par-dessus. Beaucoup d'expertise dans tout ce domaine, avec justement la capacité d'accompagner des clients dans des métiers avec des fast runners. Je pensais à la grande distribution, des contraintes dans l'alimentaire, mais également des clients qui ont cette spécificité d'avoir un assortiment extrêmement large, comme c'est le cas du groupe CBM. Et on ne répond pas évidemment de la même manière à ces enjeux, leurs problématiques. Tout ce que Robert et Marion viennent de vous expliquer sur leurs enjeux, il faut pouvoir y répondre différemment. Et c'est bien ça la valeur ajoutée de l'outil, c'est de pouvoir finalement être modelé en fonction des besoins du client, setupé, paramétré pour y répondre. Tout ce qui va vous être montré dans la suite, c'est l'expérience, c'est le vécu. Quand on met en place un outil, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des choses à prendre en compte, notamment la conduite du changement, qui est un facteur clé de succès, ou un frein, selon la manière dont c'est pris, les paramétrages, la manière dont le master data, j'insiste beaucoup là-dessus, est bien nettoyé et bien propre. C'est aussi un point qui est important. Voilà, j'en ai terminé pour Slim 4, Slim Stock, et Marion, Robert, je vous laisse la main. Je vais dire rapidement, oui, alors les enjeux, parce que là on remonte à 2018, c'est la date à laquelle on a commencé à déployer Slim. Fabrice, tu étais là. Donc les objectifs, c'était effectivement avoir une amélioration sur l'assortiment des gammes, puisqu'en fait on a une complexité dans le métier, c'est qu'il y a des gammes qui sont très très larges, avec beaucoup de spécificités, des petits fournisseurs, des pièces très spécifiques, des pièces de grande vente, et un vrai challenge qui était de fiabiliser la pro. Et ça, c'était le point dur chez nous, c'est-à-dire arriver à assurer à la fois un bon taux de service et une bonne disponibilité pour nos clients. La première difficulté, ça a été l'appropriation. Parce qu'en fait, nous, on fonctionnait avec un ERP, Proginov, pour ne pas le citer. Et donc, une des difficultés, c'est que cet ERP n'était pas dimensionné correctement pour faire de la pro. Donc, beaucoup de temps passé. Des équipes assez importantes, finalement, à l'époque, qui étaient déjà en place. Beaucoup d'heures sur des
du travail un peu, je dirais, un peu de l'épicerie parfois, hein, voilà, donc avec peu d'efficience. Donc c'était un vrai challenge. Et quand on a voulu développer et déployer l'outil, les premières difficultés, ça a été ça, Fabrice, c'était qu'on avait une résistance en fait. On avait des gens qui voilà, ils trouvaient 15 000 raisons pour ne pas utiliser l'outil et dire que ça ne marchait pas. Et on s'était rendu compte assez rapidement qu'on avait beaucoup de collaborateurs qui modifiaient les commandes proposées par Slim, sans arrêt. Donc ça a été, je dirais vraiment, ça a eu un impact très négatif finalement. Et donc on a eu quand même en démarrage une période un peu difficile où on n'avait pas forcément une adhésion suffisamment forte pour avancer sur ce sujet, quoi. Voilà. Et je me permets, Robert, en complément, c'est un vrai point à ne pas sous-estimer, hein, avec du recul évidemment. L'adhésion des collaborateurs, faire changer le mode de commande. On passe d'un métier d'appro où, je caricature un petit peu, on commande 12 parce qu'on a toujours commandé 12, à la machine, l'outil, les setups, la data font qu'il faut proposer 2, 8 ou 20, mais pas 12. Voilà. Et il faut comprendre le pourquoi, revenir aux fondamentaux et bien accompagner les équipes. Voilà. C'est vraiment ce à quoi on était confrontés. Et à l'époque, je pense que la décision était, il fallait faire ce choix-là, de toute façon, parce qu'on arrivait à une complexité dans l'approvisionnement avec beaucoup de fournisseurs chez CBM. On a une difficulté, c'est qu'on a énormément de fournisseurs, plus de 1200 fournisseurs, avec une concentration quand même sur 400 fournisseurs qui vont faire quasiment 90% du volume d'affaires. Mais donc beaucoup de petits fournisseurs qui peuvent engendrer des difficultés d'approvisionnement, beaucoup d'incertitudes, avec des clients donc mécontents, parce que même pour un boulon, un bus peut être immobilisé dans un atelier, donc c'est un vrai problème. Et voilà, il a fallu se confronter à tout ça. Et par contre, ça nous a les aspects positifs. Alors, on a bien vu l'aspect un peu critique au départ, mais les aspects positifs, c'est que ça nous a obligés à nous structurer aussi. C'est-à-dire qu'à poser les éléments, la segmentation des articles, ça c'était important parce qu'on n'avait pas forcément cette vision-là. Mettre en place des process, même s'ils ont été sur la phase de démarrage assez longs, on n'a pas été capable au début de définir les bonnes règles. Un des conseils que je pourrais donner, c'est essayer de dézoomer au maximum et ensuite de rezoomer pour dire quelles sont les règles clés de mon réassort, de mon réappro. Qu'est-ce que je dois faire? Et nous, on était partis dans un espèce de délire avec des dizaines et des dizaines de règles qui s'entrechoquaient et qui s'opposaient les unes aux autres et qui rendaient le système peu efficient. Donc, il a fallu à un moment donné qu'on revoie ça. Et ça, c'était vraiment important pour qu'on arrive vraiment à améliorer les choses. Un autre point important aussi, ça a été une meilleure visibilité sur les stocks de chaque entrepôt, avec un meilleur pilotage. Parce que quand on a 8 entrepôts, un en France et les 7 autres éloignés, avec des petites équipes finalement, des équipes entre 10 et 15 personnes dans les filiales, c'était important là aussi d'avoir un bon pilotage et ça nous a aidés, quoi. Marion. Donc la transformation digitale chez CBM actuellement. Donc comme l'a dit Robert, on est vraiment passé d'un mode de gestion Excel et d'intuition ou par habitude à plutôt un mode en pilotage, en se servant de Slim et de comprendre comment Slim fonctionne pour lui indiquer les bons paramètres et donc se servir des résultats que Slim nous donne pour finalement passer les commandes. L'idée là, c'est vraiment de se dire je fais confiance à Slim parce que les paramètres que je mets dans l'outil, je les connais, je sais à quoi le résultat final va tendre. Et surtout, c'est arrêter d'être dans l'approvisionneur n'est plus je passe juste ma commande et puis c'est terminé. Là, on est en train de passer sur une évolution du job d'approvisionneur vers plutôt un job de demand planner qui va être beaucoup plus dans l'analytique et beaucoup moins dans on me demande de passer tant en quantité, je passe ma commande et mon job est terminé. Non, là, maintenant, on va beaucoup plus loin.
on comprend l'implication que ça a de passer de cette commande, en comprenant tous les paramètres qu'on remplit dans ce link, que ça peut être donc le MOQ, les quantités économiques de commande, mais aussi challenger le commerce sur les prévisions que le commerce peut nous donner et avoir vraiment beaucoup plus cette capacité de construire la demande et pas d'accepter juste ce qu'on nous dit de passer en commande. Du coup, on a mis en place plusieurs process. L'un des principaux process qu'on a mis en place et qui fonctionne bien à date, avec le Canada notamment, c'est qu'on se rend compte finalement que le Canada fonctionne sur un assortiment très restreint. Il produit, par exemple, son chiffre d'affaires se concentre sur 40 refs et ça représente 60% de son chiffre d'affaires. Donc l'enjeu, c'était clairement de se concentrer sur la prévision et la demande de ces références-là pour atteindre un niveau de stock qui satisfait la filiale canadienne pour répondre à la demande des clients. Donc on l'a mis en place en début d'année où on avait aussi des challenges commerciaux très importants avec le Canada puisqu'on a une croissance très importante. Je ne saurais plus dire exactement le chiffre, mais sur... Oui, au Canada-US, on a une croissance effectivement très forte, on est à plus 30, c'est pour ça qu'on ouvre un dépôt aussi aux US. Et donc il y a une dynamique très forte et qui met aussi en difficulté, qui challenge beaucoup les équipes à pro parce qu'il faut arriver à suivre cette tendance qui est loin d'être évident, à la fois pour gérer les bons niveaux de stock et approvisionner, sachant que dès les moyens de transit entre Le Mans et Montréal, on est à... 2 mois et demi. Ouais. Voilà. Donc, il faut anticiper, quoi. Donc, le fait d'être beaucoup plus proche des équipes commerciales canadiennes nous ont aidé à avoir un niveau de stock beaucoup plus satisfaisant et un taux de disponibilité vraiment meilleur sur notamment les high runners. On est aux alentours de 93%, ce qui est vraiment pour nous notre objectif. J'en ai un peu parlé déjà, mais l'idée c'est aussi de mettre en place un SNOP. Donc d'un point de vue outil, on n'y est pas encore, mais dans les discussions et dans nos process, on a déjà ces éléments mis en place avec des discussions très régulières avec le commerce, que ce soit quand on met en place un nouveau marché avec les nouveaux appels d'offres, ou bien quand on décide de donner des prévisions à nos fournisseurs, ce qui peut être le cas à l'heure actuelle en fin d'année, où nos fournisseurs nous demandent de nous engager sur certaines quantités, eh bien on doit en amont avoir les conversations avec le commerce pour savoir quelle prévision on va donner à nos fournisseurs. Ensuite, on avait chez CBM l'habitude de mettre en stock beaucoup de nouvelles références sans qu'on ait un process cadré. C'est-à-dire que ce soit le service achat ou le commerce demander aux approvisionneurs de mettre en stock des références sans vraiment avoir de structure liée à ces demandes. Donc, depuis le début de l'année, on a mis en place un formulaire avec des questions qui cadrent la demande de mise en stock et qui finalement, chaque question génère un nombre de points qui, à la fin, nous permettent d'évaluer si la demande de mise en stock est valable ou non. Et donc, du coup, l'approvisionneur peut, par rapport à ce résultat factuel, finalement, de nombre de points par rapport aux questions et aux réponses données, dire OK, je mets en stock, ou non, je ne mets pas en stock, ou oui, mais je vais mettre en stock, mais pas la quantité que tu me demandes de mettre. Donc ça nous permet de fiabiliser davantage nos mises en stock, mais aussi de les suivre, parce que mettre en stock, c'est bien, mais faire un feedback aux équipes achats ou aux équipes commerciales 3 ou 4 mois après la mise en stock pour dire tu m'as demandé de mettre en stock telle quantité, mais au final, ça ne s'est pas vendu. Avais-tu vraiment l'opportunité de vendre ces quantités-là? Ça nous permet aussi d'être beaucoup plus factuel. Je voudrais juste appuyer ce point-là parce que c'était un point important, moi, quand Marion a rejoint CBM il y a un peu moins d'1 an. C'est qu'à un moment donné, il fallait aussi que l'équipe APRO se positionne, comment dirais-je, d'égal à égal avec les équipes ventes et les directions filiales. C'est-à-dire, culturellement, dans la boîte, ce qui se passait, c'était que c'était plutôt le commerce qui imposait ses choix aux appros. Et moi, alors j'étais tout à fait à l'aise avec cette démarche-là, parce que j'ai
J'avais une expérience chez CBM de vente, donc je savais très bien de quoi je parlais. Et on avait traditionnellement beaucoup de commerciaux qui appelaient en disant « Ouais, il faut que tu m'en mettes 10 en stock, etc. » Et le discours, c'était souvent « Mets-en 10 en stock. » Et rapidement, ce que j'ai demandé moi, aux équipes pro, bon, on arrête de parler du stock. Le stock, ça, c'est notre problème. Ce que vous allez demander aux équipes de vente et aux directions filiales, c'est combien tu vas en vendre. Ce n'est pas combien tu en mets en stock, c'est combien tu vas m'en vendre cette année. Alors là, on rentre dans le dur, parce que quand vous demandez à un vendeur combien tu vas en vendre dans l'année, il va dire bah oui, mais voilà, bon, je le dis vraiment, je suis très à l'aise parce que j'ai occupé ces fonctions-là avant, donc je le sais. Mais ça force à la réflexion, ça force à l'échange, et ça permet au final d'être beaucoup plus constructif quoi, dans la démarche, quoi. Et ce qui était important, c'est que les revues mensuelles, c'était vraiment aussi un point clé qui a permis aussi, d'une certaine manière, de faire évoluer les comportements des équipes en filiale ou des équipes de vente pour faire en sorte, enfin, leur faire comprendre qu'ils sont aussi co-acteurs dans la prévision, dans la mise en place de stock, qu'ils ont aussi une responsabilité, que ce n'est pas aux appros de définir la prévision de vente. Donc on a un travail collaboratif important depuis 1 an. Et ça, c'est vraiment, moi, je trouve, enfin, moi, il me semble que c'est vraiment un point clé, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déployer un outil comme ça, enfin, en particulier chez CBM, où on avait cette notion de groupe avec des filiales, avec des équipes éloignées. Et c'est important vraiment de se positionner dans cet esprit-là et de dire il faut partager les infos, il faut que les ventes me donnent des prévisions, il faut qu'ils me donnent des hypothèses, sinon je ne peux pas travailler. Et Slim, de toute façon, a besoin de prévisions. Si vous n'avez pas de prévision, ça va mal se passer, quoi. Voilà. C'est vrai ce que je dis. Hein. En tout cas, on va subir, hein, mais l'idéal, évidemment, c'est de pouvoir faire des chaînages, hein, tout ce qu'on connaît. D'entamer une prévision permet derrière tout simplement de la monitorer. Il y a surperformance de vente, il y a sous-performance, où on est en phase avec la prévision. Le signal, bien évidemment, de Réapro qui va être émis derrière est totalement différent, de surcroît, dans un environnement avec des délais d'appro amont et aval extrêmement longs. J'en ai déjà un peu parlé, notamment avec le formulaire, mais l'idée, et c'est ce que on essaye de mettre en place et depuis plusieurs mois maintenant, c'est aussi apprendre à dire non ou à proposer des alternatives qui sont constructives avec un oui mais, notamment sur des lancements de produits. Parce que Robert n'en a pas forcément parlé, mais on produit aussi nos propres pièces de rechange. Et dans ce cadre-là, on peut faire appel à des fournisseurs qui nous aident à développer ces pièces. Et avec ces fournisseurs-là, on peut avoir des MOQ imposés liés à la production de ces pièces-là. Et jusqu'à relativement récemment, l'équipe qui est en charge CCBM de développer ces pièces ne se posait pas forcément la question « est-ce que mon MOQ est en phase avec ma rotation de pièces, etc. » Finalement, on a pu mettre en place un process qui nous a permis justement de remettre en question ces lancements de pièces et donc du coup de développer le dialogue avec le commerce sur ces sujets-là. Oui, Marion, c'est vrai que c'est un point important parce qu'on l'a mis en place il y a quelques mois et le but, c'est pas il s'agit surtout pas de freiner le plan stratégique de développement, parce que nous, on a un développement de gamme de pièces équivalentes, etc., avec une équipe d'ingénieurs, de techniciens et un réseau de sous-traitants. Le but, c'est surtout d'avoir des mises en stock et des plans d'appro qui sont en adéquation avec les attentes du marché, des clients et des ventes. Et on pouvait avoir, c'est ce qu'on avait observé, puisqu'on a démarré cette activité en 2022, on pouvait avoir des dérives avec finalement une approbation de la part de l'équipe R&D qui disait bah oui, finalement, à tous les MOQ des fournisseurs, et parfois se retrouver avec des pièces où on avait 2 ans de stock et parfois des pièces qui ne tournaient pas suffisamment, quoi. Donc ça pouvait être une difficulté. Et là, on est rentré dans un schéma très collaboratif qui fonctionne bien. Qui fonctionne ouais. Très bien, ouais. Voilà. Donc, concernant les facteurs clés de succès, on a 3 dimensions. La première, ça va être la dimension humaine. On en a parlé au départ. Il y avait peu d'implication des équipes, ou en tout cas une réticence à utiliser Slim et à voir la puissance de l'outil, ce que ça pouvait apporter.
Désormais, je dirais l'équipe des approvisionneurs est vraiment très impliquée, a compris ce que Slim pouvait leur apporter dans leur job au quotidien. Et je dirais même que ça permet une montée en compétences, qu'on n'est plus sur un métier où voilà, on est juste sur une simple commande, on est plutôt dans l'analytique. On va ressortir de la data de Slim qui va nous permettre d'aller plus loin, de comprendre là où on est moins bon, de faire vraiment plutôt du pilotage. Slim nous aide aussi à faire ces pilotages-là grâce à un module qui est la BI, où on a toutes les données condensées dans l'outil qui nous permet de voir nos stocks, mais aussi les stocks projetés, de voir nos retards de livraison fournisseurs. Donc on est vraiment plutôt dans la gestion des exceptions et, au quotidien. Je voudrais ajouter un point, on n'en a pas parlé, puisque sur la partie achat, comme dans beaucoup d'entreprises, hein, on a des accords avec des RFA, avec les fournisseurs, et on gère dans Slim aujourd'hui la notion de fournisseur stratégique. Et il y a un vrai travail de collaboration entre les achats et les appros aussi, pour arriver à optimiser la fin d'année, pour à la fois atteindre nos objectifs de stock, mais aussi prendre en compte nos objectifs d'achat pour ne pas se retrouver pénalisé. Et là, on est un peu sur le fil, mais il y a un vrai travail, et ça passe aussi par un travail d'échange entre le responsable des achats et Marion, qui permet de... on a vraiment expérimenté l'année dernière, on a démarré et ça a plutôt bien fonctionné. Et je pense que c'est quand même une donnée clé quoi, dans ce que peut faire Slim. Hein. Le fait de spécifier certains fournisseurs, de les piloter de façon plus précise, ça nous aide beaucoup. Ensuite, sur la dimension organisationnelle, il y a un point important. On a développé le module marché client avec Slim ces 2 derniers mois. Ça nous aide complètement dans ce qu'on vous partageait au départ, c'est-à-dire la gestion de nos appels d'offres, le lancement de l'appel d'offres, qu'est-ce que je mets en stock, et qui, malgré tout, on a des infos de la part de nos clients, mais ces infos-là sont relativement peu fiables pour la plupart du temps. L'idée, c'est de faire le bon choix sur ce qu'on met en stock au départ du marché, quand ce module-là nous aide aussi à suivre le marché et les tendances de vente, et donc de réajuster nos appros en fonction de ça, mais aussi d'anticiper la fin des marchés. Alors souvent, on n'a pas la date, on a la date de fin, mais on ne sait pas si on va être reconduit ou pas. Et donc l'enjeu, c'est de limiter au maximum notre atterrissage de stock et notre stock mort. Et donc ça, Slim nous permet de calculer notre besoin et l'atterrissage à la fin du contrat. Donc c'est vraiment une solution idéale pour éviter d'avoir des surstocks à la fin des contrats. Et enfin, la dimension technologique. Donc ça, on en a parlé. Hein. Slim nous permet de faire une segmentation par article. Donc, de positionner tous nos efforts sur les articles qui valent le coup, si je puis dire, en augmentant nos stocks de sécurité sur les articles importants, de revoir nos prévisions, parce que tous les mois, on va aussi avoir une alerte de la part de Slim nous disant eh bien voilà, on a eu beaucoup plus de ventes que prévu. Est-ce que c'est un phénomène isolé ou est-ce que c'est un phénomène qui tend à se reproduire? Et là, c'est l'approvisionneur qui va faire ses révisions et donner l'intelligence à l'outil pour valider ou non ces augmentations de prévision ou ces diminutions de prévision. Et donc, à la finale, avoir un stock beaucoup plus optimisé. Je parlerai aussi de la gestion de nos nouveautés. On n'en a pas trop parlé, mais c'est un vrai sujet chez nous. On a besoin de se structurer davantage sur quand on introduit un nouvel article. On a dit qu'on faisait des mises en stock, mais c'est aussi le suivi de cet article, comment on le suit dans le temps, et surtout comment on relance, que ce soit le commerce ou les achats, sur les ventes de ces articles-là. C'est vrai qu'on a encore des progrès à faire là-dessus, parce qu'on se rend compte, ce que Marion disait au début de notre entretien, c'est qu'on a encore des situations où on crée des articles, on met du stock,
et on se réveille très tardivement sur le fait que, ah attention, mais tu as rentré ça il y a 1 an et tu as toujours du stock et il n'a pas bougé. Et là, on a à progresser encore parce qu'il y a vraiment des marges de progrès, donc on va aller dans cette direction-là. Mais c'est vraiment une attention qu'on doit avoir absolument pour éviter de futurs stocks morts, comme tu dis souvent, Fabrice. Hein, effectivement, c'est à la création et à la première mise en stock qu'on a un risque, le risque le plus élevé de se retrouver avec du stock mort, quoi. Voilà. Donc sur les résultats, on est vraiment sur une augmentation de la collaboration entre les équipes, alors que ce soit avec le commerce, mais avec les achats, Robert l'a dit, on a aussi mis en place des binômes appro-achat qui nous permet aussi d'être beaucoup plus proche des acheteurs et d'avoir ces discussions régulières à propos de nos fournisseurs. Que ce soit quand c'est positif, mais surtout quand ça se passe un peu moins bien avec nos fournisseurs. Tout ça pour garantir aussi notre bonne disponibilité. On a parlé à l'instant donc des nouveaux articles qui pouvaient générer du chiffre d'affaires additionnel. C'est aussi un point qui est en amélioration, mais qui est perfectible à moyen terme. Et enfin, on a mis en place des process qui nous permettent d'être factuels sur notre prise de décision, donc que ce soit avec le formulaire de mise en stock, mais également avec les revues régulières qu'on peut avoir avec les filiales sur nos stocks et sur les prévisions. Et juste parce que faut pas avoir une vision trop idéaliste des sujets. Hein. Ça veut dire que Marion, elle est souvent confrontée à des discussions un peu vives avec certains patrons de filiales parce que voilà, on n'est pas toujours d'accord. Mais c'est normal. Hein. Le but après, c'est d'arriver à avancer. Mais c'est vrai qu'il y a encore des points durs, des points de friction. Mais voilà, ça avance et on est dans la bonne direction. Et on a vraiment une mutation importante. Moi qui suis plus ancien dans la boîte, je vois comment on gérait tout ça il y a une dizaine d'années et il y a eu vraiment un très très gros changement et Slim a été un facteur de changement, clairement. Hein. Voilà. Marion, tu avais encore 3 points sur les... Donc les étapes prochaines pour nous chez CBM, c'est d'aller vraiment vers un SNOP avec une implication encore plus importante des équipes commerciales, mais où on se structure encore davantage et d'utiliser Slim pour nous aider à développer ce process-là. Et surtout, notre gros point noir à l'heure actuelle, et c'est le chantier de 2026 clairement, c'est la gestion de nos articles, ce que j'appelle la queue de stock, qui sont segmentés dans l'outil Slim, comme les CC, les CB ou les X. Les X, en fait, c'est des articles qu'on met en stock, mais qu'on décide de ne pas gérer de façon automatique par Slim. Et en fait, ces articles-là pèsent beaucoup sur notre valorisation totale du stock. Pour plusieurs raisons, soit parce qu'on a un MOQ qui n'est pas à la hauteur du business qu'on va faire avec ces articles-là, ou alors parce qu'on ne prend pas forcément des décisions commerciales en se disant peut-être qu'on ne va pas vendre cet article-là pour se recentrer et recentrer notre portefeuille d'articles. C'est vrai que le point sur le fait de... là aussi, historiquement, on ne se posait jamais trop la question chez CBM, on était dans une culture de vraiment très orienté client, de négociant, c'est-à-dire je suis capable de tout vendre, de répondre à toutes les demandes. Et ce que fait Slim aujourd'hui, c'est nous obliger à nous poser les questions. On ne peut pas tout offrir, on ne peut pas répondre oui tout le temps. On peut à un moment donné dire qu'on n'est pas capable de fournir la pièce. En particulier, si j'ai des MOQ à 20 et que je vais en vendre un, je ne la prends pas, quoi. Puis mon client, il l'achètera ailleurs, quoi. Mais voilà, ça, c'est un changement de comportement aussi qu'on doit avoir, quoi. Voilà. J'étais un peu en avance sur la présentation. Mais globalement, voilà. Et j'en ai parlé sur le module de prévision marché client,
clairement, ce module-là, c'est pas uniquement pour nous aider à optimiser nos stocks, mais c'est aussi un levier pour avoir plus de conversations avec les commerciaux, parce qu'ils doivent aussi avoir l'habitude, dans la façon de travailler, d'aller voir les clients en disant bah voilà, on a mis en stock ces pièces-là, vous nous aviez dit que vous alliez les vendre, on ne les a pas vendues, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, c'est avoir ces échanges-là qui, à l'heure actuelle, sont trop peu nombreux. Voilà. Voilà, donc juste en synthèse, hein, l'idée c'est qu'il y a l'outil, mais on le voit bien, c'est en fait tout un mouvement de transformation au sein de l'entreprise. Hein, on est sur les process, on est sur les méthodes, on est sur la data. Et c'est bien en fait les équipes, hein, toute l'adhésion, tout ce qu'on a vu au début des réunions, ben, voilà, quand tout le monde converge dans le même sens, ça produit les résultats qu'on a aujourd'hui et a priori très positifs. Marion, Robert, merci à vous. Merci. Merci. Merci à tous les trois pour ce témoignage. Alors, on ne va pas avoir beaucoup de temps pour les questions. Heureusement, vous avez désamorcé certaines des miennes, notamment sur la mise à contribution de l'outil dans le cadre des appels d'offres, donc avec le nouveau module marché client. Fabrice, je note que vous m'avez validé tout à l'heure Slim 4 alors que vous dites Slim 4. Je retiens le côté collaboratif donc avec les métiers de l'approvisionnement qui se retrouvent au contact et qui tissent des liens plus étroits à la fois avec le volet commerce, avec le volet industriel dans le cadre de la stratégie du groupe de développer ses propres gammes, avec le volet achat. Justement, le SNOP, c'est à venir, mais il y a déjà dans l'outil cette dimension collaborative qui se traduit. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors dans l'outil, en fait, il y a l'outil qu'on a au quotidien et il y a aussi le module BI où on a vraiment un nombre incalculable de données qui nous permet d'extraire et faire les analyses pour les fournir au commerce. Et ça, c'est la puissance vraiment de Slim, parce que sans ça, on serait incapable de gérer ces données-là uniquement dans Excel. Oui, il faut absolument avoir une BI, sinon pour moi c'est indispensable, hein, clairement. Il faut avoir un outil d'analyse des datas, être capable de croiser les données, ça fiabilise vraiment le travail, quoi. Ces données sont mises à jour en plus tous les jours, donc au-delà de fournir de la data avec le commerce, c'est aussi un outil de pilotage au sein du service appro. On a peut-être le temps pour une petite question venue de la salle. Voilà, on en a une au premier rang. Ça sera la dernière avant la pause déjeuner. Bonjour à tous les trois. Merci pour les explications. J'avais une question par rapport au profil d'approvisionneur. Vous dites qu'ils évoluent vers un profil de demand planner, mais est-ce que vous avez dû embaucher des bac plus 5 à cet effet, ou est-ce que vous avez juste tiré les anciens pour en faire des nouveaux? Un peu des deux. On a recruté récemment plutôt des profils junior bac plus 5 qui avaient notamment fait de l'alternance dans les métiers du demand planning. Et on a aussi fait monter en compétence le reste de l'équipe qui avait des profils plus bac plus 3. Voilà. Merci. Merci pour votre témoignage. Je vous propose d'en rester là, mais on peut, et ceux qui ont des questions complémentaires, peuvent vous retrouver sur le stand C30. Je vois, merci de l'avoir inscrit là. Ça m'aide pour poursuivre la discussion. Merci en tout cas. Bienvenue à tous en tout cas. Merci à vous. Merci.